officiellement, bienvenue. Bienvenue à ce webinaire. Elisabeth et moi, on est très heureux de vous accueillir. Vous êtes une vingtaine à vous être inscrits et pour nous, c'était un beau signe que cette notion d'intelligence collective et l'articulation de l'intelligence collective et de l'individu vous intéresse. Et nous, ça nous intéresse particulièrement, surtout après avoir été à fond dans l'intelligence collective. Et ce qu'on va partager avec vous aujourd'hui, c'est le fruit de notre expérience. Et puis, c'est le fruit aussi de nos erreurs. Et on arrive aujourd'hui à une prise de conscience, Elisabeth et moi, que l'intelligence collective, c'est aussi un travail sur soi. Et on a envie de partager avec vous cet index MeTooWe qui est le fruit de cette réflexion de comment on articule cette aspiration à l'intelligence collective sans renier l'individu et sans renier non plus la responsabilité de l'individu comme facteur de réussite de l'intelligence collective. Oui, on est vraiment aujourd'hui à un stade où au-delà d'années d'utopie, entre guillemets, sur le fait que l'intelligence collective résolve tous les problèmes et que ce soit facile d'y accéder grâce au collectif, c'est pas aussi simple que ça. Bien souvent, ça bloque dans les organisations et ça bloque au niveau des prises de conscience et des capacités individuelles. Donc, on va vous en parler. Cet index est vraiment venu à travers nous par rapport et grâce à ces prises de conscience. Et il y a une autre dimension qui nous est très chère avec Jean-François, c'est celle de la place du corps, de la place du somatique. Et les neurosciences le prouvent aujourd'hui. Le corps, c'est bien souvent avant la tête, avant le mental. Et passer par le corps permet quelque part de switcher le mental et d'être vraiment en contact avec ce qui se passe au niveau corporel, à avoir une prise de conscience à ce niveau-là. Et de fait, l'égocentrisme, l'ego réactif ne se manifeste pas à ce moment-là parce qu'on est plus dans la spontanéité et dans la joie. Donc, c'est vraiment un excellent moyen d'avancer en tant qu'individu, que ce soit en tant que facilitateur ou qu'accompagnateur de groupe, coach, consultant, formateur, etc., ou bien alors au sein d'une équipe, au sein d'un collectif. Alors, pour reprendre cette idée de la maturité, pour vous donner une image, je ne sais pas si vous avez déjà vécu cette expérience de la lune de miel dans un couple. Eh bien, cette lune de miel existe dans la vie d'un collectif. Et très souvent, quand un groupe se crée, il y a de l'énergie, il y a de l'enthousiasme, il y a une sorte d'effervescence énergétique, émotionnelle. Et pour nous, la vraie question de l'intelligence collective, c'est qu'est-ce qui se passe après ? Parce que pour nous, l'intelligence collective, elle commence après. Parce que quand c'est facile, quand tout va bien, quand il y a de l'énergie, quand on a de l'émotion, quand la connexion est magnifique, c'est super. Et c'est vrai que beaucoup de gens viennent à l'intelligence collective en espérant trouver dans le collectif cette expérience-là. Mais pour nous, c'est que l'appel à l'intelligence collective, ce n'est pas l'intelligence collective. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, on peut y revenir ensuite en conscience. Et c'est là où on a souvent des discussions. Pour moi, la lune de miel peut être pérenne, peut durer, si tant est que l'on en devienne conscient, que l'on accède à cette acceptation peut-être de certaines difficultés ou de postures différentes, et ensuite que l'on recrée ce champ ensemble, donc que ce soit dans les couples ou que ce soit dans les équipes. Bienvenue Véronique. Bienvenue Véronique. Et si vous êtes facilitateur, c'est très important parce que nos clients nous attendent à cet endroit-là. Ils ne font pas appel à nous quand c'est facile. Ils font appel à nous dans ces moments où bien, ça va faire appel à un fort niveau de maturité individuelle.
Et on dit oui, effectivement, il y a ces moments de fun, de joie, et où c'est waouh, où tout le monde est content d'être ensemble. Mais ce n'est pas suffisant. C'est très loin d'être la manifestation d'une véritable intelligence collective. Parce que ces pics émotionnels, on peut tous les rencontrer, je généralise volontairement, à différents moments, sans que ce soit la manifestation d'un réel collectif. Donc, venir à l'intelligence collective pour ça, ou en prenant cela, cette manifestation comme un indicateur, c'est une erreur qui peut être grave dans certains cas. Oui, parce que derrière ça, dans cette phase que moi j'appelle un peu fusionnelle, il y a une sorte de ce qu'appellent certains psychologues un pacte des négatifs de la réalité de ce groupe. On est plus dans le fantasme groupal que dans la réalité du groupe. Et comme le dit Elisabeth, on n'est pas dans une approche consciente, on est dans une approche qui, consciemment ou inconsciemment, dénie la réalité de chacun dans de nombreux cas. Et pour nous, donc, on voudrait, avec cet index MeTooWe, offrir ce chemin de conscience, ce chemin de maturité individuelle pour que consciemment, on intègre à la fois l'enthousiasme, la joie, le plaisir d'être ensemble, et en même temps qu'on intègre aussi la capacité à traverser les moments difficiles, à traverser les désillusions, à traverser les attentes non satisfaites, qui font qu'on peut vraiment être dans ce collectif, collectivement intelligent. Voilà. Alors, aujourd'hui, on a pas mal de personnes qui sont nouvelles. On a aussi pas mal d'entre vous qu'on a le plaisir de connaître. Donc, juste, nous sommes Elisabeth et Jean-François et nous sommes facilitateurs de groupe Mastermind, facilitateurs en intelligence collective. Elisabeth a créé l'outil Periceo comme outil d'évaluation de l'intelligence collective d'une organisation. Et tous les deux, nous avons créé l'index MeTooWe, qui est donc en anglais MeTooWe, ça veut dire du moi au je. Et l'idée, ça a été pour nous d'offrir à chacun la possibilité de mesurer les 4 compétences clés qui, pour nous, sont des fondamentaux de la réussite de l'intelligence collective, mais à l'échelle individuelle. Alors, certains parmi vous ont eu la possibilité à Lyon de l'expérimenter au niveau somatique. Quelle est la prise de conscience par le corps? On y reviendra en fin du webinaire. Là, aujourd'hui, c'est plus la compréhension de l'index lui-même au niveau cognitif, hein, parce que cet outil existe aussi, il faut les deux. Partir de vos présupposés et ensuite expérimenter l'index lui-même. Alors pour ça, comme c'est commun, si vous êtes facilitateur, on va poser un cadre qui est le cadre de votre libre participation. Hein. Vous allez voir, ce ne sera pas aussi expérientiel que ça a pu l'être à Lyon, mais on va y donner quand même une dimension interactive en tout cas. On va vous proposer aussi d'être dans la bienveillance, et la première bienveillance, elle commence avec vous-même, dans cette découverte, dans cette exploration de votre niveau de maturité. Ensuite, dans cette notion de co-responsabilité, c'est-à-dire que ce webinaire durera jusqu'à 13h15 et qu'en même temps, ce qui va s'y passer, c'est le résultat de ce que chacun va y mettre. Et si on est collectivement intelligent, ce sera plus que ce que chacun va y mettre. Et aussi, évidemment, si vous souhaitez que votre visage n'apparaisse pas, si vous souhaitez que votre nom n'apparaisse pas dans le replay qui sera sur YouTube, eh bien, merci d'éteindre votre caméra, merci d'effacer votre nom, comme ça vous serez à l'aise pendant cette présentation. Et si jamais il vous manquait quelque chose pour vous sentir bien dans cet espace avec nous, bien sûr, vous nous le dites, hein, et on le rajoute. Alors, nous allons commencer d'abord par vous présenter l'index MeTooWe. Ensuite, on va vous faire vivre un travail de résonance autour de l'index. Et puis ensuite, à la fin, le cadeau qu'on vous a promis, c'est de vous offrir votre index MeTooWe, c'est-à-dire que vous aurez la possibilité de recevoir le test pour pouvoir le passer vous-même et mesurer ce qu'on vous aura présenté durant ce webinaire.
Euh, Par rapport à ce qu'on a dit jusqu'en introduction, c'est l'historique de cet index est vraiment lié à des prises de conscience et à des expérimentations auprès d'individus et d'équipes que nous avons déjà menées. Parce que nous avons constaté qu'il y a différents niveaux d'intelligence collective et parfois un niveau même largement dégénératif, et qu'au-delà d'une vision, d'une intention et de vœux réels, vraiment en toute authenticité de chacun des membres d'une équipe, parfois ça ne marche pas. Et parfois ça ne marche pas parce qu'il y a des prises de conscience individuelles à avoir, il y a un travail individuel à mener, les choses n'arrivent pas spontanément et de façon récurrente comme ça. Et cela se passe essentiellement au niveau des capacités individuelles à fonctionner en intelligence collective, sachant qu'il n'y a pas de réponse juste et qu'une des clés de ce questionnaire, c'est qu'en fonction du contexte, en fonction des membres d'une équipe elle-même, les réponses que vous allez apporter seront différentes potentiellement entre un test et un autre, et que l'analyse en est vraiment contextualisée. Donc, il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de crainte à avoir. Au contraire, on part d'un ensemble et à partir de là, l'idée est comment nous avançons individuellement et collectivement. Oui, c'est l'idée de faire un état des lieux de, pour nous, 4 compétences que Dorian connaît, que certains ont déjà vues, donc que sont la dépendance, la contre-dépendance, l'indépendance et l'interdépendance. Pour nous, ces 4 capacités sont des facteurs de réussite individuelle de l'intelligence collective dans un groupe, dans un système. Si je n'ai pas cette capacité à une saine dépendance, si je n'ai pas cette capacité à une saine contre-dépendance, à une saine indépendance ou à une saine interdépendance, eh bien, je vais diminuer la capacité du collectif à être collectivement intelligent. Parce que l'inverse est vrai aussi, chacune de ces dimensions, chacune de ces capacités a sa propre ombre. Et on va voir que cette ombre peut être dégénérative pour l'intelligence collective du groupe. Donc, avoir l'ombre de sa dépendance, contre-dépendance, indépendance, interdépendance, c'est normal, on en a tous. On est tous plus ou moins à l'aise, tous plus ou moins conscients. Et ce n'est pas une compétition. Hein, il ne s'agit pas d'avoir 14 sur 14 à chaque niveau de ces dimensions-là, mais plutôt d'être conscient et de construire avec un accompagnement eh bien, un chemin de progrès pour développer les compétences les moins développées et en même temps renforcer celles qu'on a déjà. Alors, l'idée, comme je vous l'ai dit, c'est à la fin du webinaire, on va vous donner le lien pour passer vous-même ce test et avoir vous-même ce miroir de ces 4 compétences. Mais ce qu'on voudrait vous faire vivre pendant le webinaire, c'est ce qu'on va appeler un diagnostic intuitif. On va vous faire votre index MeTooWe intuitivement. C'est-à-dire qu'on va vous présenter les 4 dimensions et on va vous demander intuitivement de raisonner avec chaque dimension en vous auto-évaluant. Et ce qui va être drôle, c'est de comparer votre auto-évaluation avec les résultats du test réel. Et oser, vraiment oser, parce qu'une des forces de cette approche, qui est aussi générative, c'est que tout est déjà là. Nous avons tout en nous. C'est pour ça que ça marche. La différence, c'est d'en avoir conscience ou pas. Voilà. Donc, oser. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Juste un petit oui dans le chat si vous êtes prêts à faire votre diagnostic intuitif. Je vois Alix qui lève le pouce, Lalia aussi. Sinon, dans le chat, un petit oui, on y va. Alors, nous allons commencer par la première dimension. Oups, j'ai un petit contretemps sur le défilement. Voilà. Donc, la première compétence, la première capacité à développer pour une intelligence collective à l'échelle d'un groupe, c'est d'abord la capacité à la dépendance. Et la première chose que je vous invite à faire, c'est lâcher vos crayons, lâcher vos claviers et de raisonner avec cette notion de dépendance. Qu'est-ce qui vous vient?
Et là, je vais vous demander de le partager uniquement à travers le chat. Quel est peut-être le premier mot qui vous vient quand vous pensez à dépendance? Alors, contrainte, dépendance des autres, restriction de la liberté, pas autonome. OK. La soumission. Ouais. Alors, c'est intéressant hein, parce qu'effectivement, beaucoup d'entre nous avons une relation plutôt négative avec la dépendance. Et si, quand vous avez un enfant qui vient de naître, il n'a pas une capacité de dépendance suffisante, ça devient dans ce contexte-là un problème. Parce que dans son contexte où il n'est pas capable de se nourrir lui-même, de se tenir chaud lui-même, de s'habiller lui-même et de prendre soin de ses premiers besoins, il est forcément dépendant. Et dans ce contexte-là, c'est approprié. Donc, il y a, quand on vient rentrer dans un nouveau collectif, il y a une dépendance saine par rapport au groupe. Et je partage avec vous mon cas. J'ai aussi une relation très négative à la dépendance parce que j'ai beaucoup construit une identité de moi-même très indépendante. Et je ne veux compter que sur moi-même. Et dans certains contextes, c'est plutôt un défaut parce que justement, je suis, entre guillemets, un être de relation et ma volonté d'être indépendant eh bien, affecte les autres. Donc, dans certains contextes, la dépendance peut être effectivement un désavantage parce que ce n'est pas approprié. Elisabeth? Oui, la question que l'on peut se poser pour accepter ça, pour le vivre en tout cas dans l'accueil, parce que je suis comme vous aussi, hein, c'est une question de l'ordre de peut-il y avoir un avantage à montrer de la dépendance, que ce soit nous en tant que personnes professionnelles ou dans notre vie sociale de tous les jours, en tant que facilitateur, en tant que coach, en tant qu'accompagnant, prenons le professionnel. Quel peut être mon avantage ou quels peuvent être mes avantages à me montrer dépendant? Dans quel cas est-ce que j'ai plutôt intérêt à l'être? Ou au sein d'une équipe? Dans quel cas, quelque part, est-il vital d'assumer cette posture de dépendance? Parce qu'à un moment ou à un autre, elle y est. L'exemple de Jean-François est par exemple une question pour ouvrir le champ professionnel. Imaginez un jeune diplômé, même hyper diplômé, un bac plus 5, bac plus 10, peu importe, qui arrive dans une équipe, c'est le plus grand des experts, mais il ne connaît pas encore le contexte, il ne connaît pas encore la vie antérieure de l'équipe, il ne connaît pas peut-être l'urgence pour certains clients, etc., etc. N'aurait-il pas intérêt à accepter sa dépendance pendant un certain temps? Et pour nous, dans le profil MeTooWe, cette notion positive de la dépendance, elle fait référence à la capacité à faire confiance. La capacité, non pas à faire une confiance aveugle, comme tu as pu le vivre d'Orient à Lyon, mais une confiance construite. Et pour faire ce test intuitif, je vous invite je vous propose de vous présenter un plus en détail la notion de dépendance. Et puis, de 0 à 10, vous allez vous auto-évaluer. Donc, pour nous, la dépendance reflète la capacité d'un individu à s'appuyer sur les autres en confiance. L'enjeu à ce stade, c'est la création de la confiance construite et consciente plutôt que la confiance aveugle. Ici, les mots-clés, c'est rassurer, protéger, cadrer, soutenir, aider, se laisser porter. Et un point, s'il te plaît, Jean-François, ce qui est important, on a peu de temps, mais la confiance, elle doit être consciente non seulement de la part de celui qui la donne à l'autre, mais de la part aussi de celui qui l'accueille. C'est pas être en posture de sauveur, par exemple. Et c'est quelque part être lucide
sur la responsabilité qui est liée à ça. Et dans sa dimension plus pénalisante, plus limitante, eh bien, on peut voir des comportements qui sont plus de l'ordre de la confiance construite, mais qui sont de l'ordre de la passivité, de la fuite. Et là, pour nous, l'image qui est associée à cette phase de dépendance, c'est le bébé, ou c'est ce qu'on a utilisé là dans le slide, c'est la graine. On est vraiment dans ce stade où le terreau est très important pour que la graine puisse germer. Oui, parce que cet index, il peut être non seulement contextualisé au sein d'une équipe, et en plus, il va au-delà. Ça peut être vis-à-vis des partenaires, des clients, des fournisseurs, mais vous pouvez aussi l'imaginer dans un cadre de RSE et combien nous sommes tous dépendants les uns des autres, tous les systèmes. Donc voilà, de 0 à 10, d'après vous, quel est votre niveau de dépendance? Dans le test, vous aurez 14 questions qui vont vous aider à mesurer votre niveau de dépendance. Et là, je vous propose de le faire. Alors, si vous voulez faire de 0 à 14, c'est comme vous voulez, mais voilà, au moins de 0 à 10, d'après vous, votre capacité à la dépendance de 0 à 10. Et si, voilà, peut-être déjà dans un contexte donné, où vous pouvez avoir 2 ou 3 contextes en tête et voir si vous vous situez de la même façon ou s'il y a une différence. Ça peut être déjà intéressant. Alors, de la dépendance, une autre compétence qui nous semble importante quand on est dans un collectif, c'est la capacité, au contraire, à ce qu'on va appeler la contre-dépendance. Oups là. Alors, la contre-dépendance, quelle est votre relation à la contre-dépendance? Qu'est-ce qui vous vient? Quels sont les mots que vous associez? Ou peut-être il y a une image que vous associez à la contre-dépendance dans le chat de la même manière. Quels sont peut-être le mot ou l'image qui vous vient? Ou s'il y avait un geste peut-être qui vous vient, qui exprime pour vous ce qu'est la contre-dépendance. Alors, le geste dans le chat, c'est plus difficile, hein, vous pouvez nous le montrer. Je peux le faire là. Mais en tout cas, voilà, quel est au moins le mot qui vous vient quand vous entendez contre-dépendance? Alors, Dorian dit l'opposition. Ouais. En mi caso, Oui. Oui, Lélia. Tournez le dos. Alors, la contre-dépendance, c'est pour nous l'étape de l'adolescent qui développe sa capacité à se positionner, à s'affirmer, mais toujours en réaction à. C'est la contre-dépendance. Il a été dépendant pendant toute sa période de bébé, d'enfant, jusqu'à l'adolescence. Et là, il devient contre-dépendant. Il entre en réaction avec ce qui lui a été appris, ce qui lui a été proposé. Et on va voir dans des collectifs soit une hyper contre-dépendance, c'est-à-dire des gens qui sont tout le temps contre, on appelle ça des mismatchers très souvent, ou des rebelles, des gens qui sont dans la contre-dépendance, mais par principe d'une certaine manière. Et en même temps, on va voir à l'inverse des gens qui n'osent pas dire non, qui n'osent pas dire stop, qui n'osent pas dire attendez, il faut qu'on réfléchisse. Donc, on a ces deux extrêmes qui peuvent être problématiques dans l'intelligence collective d'un groupe. Parce que si, et ça c'est souvent une représentation qu'on peut en avoir, l'idée qu'on ait un oui collectif sans être passé par la différence de point de vue, ce n'est pas un oui collectif, c'est un oui collecté. C'est-à-dire que tout le monde, c'est de la conformité. Tout le monde se conforme à celui qui a parlé le dernier, ou à celui qui parle le plus fort, ou à celui qui a le statut le plus haut. Mais ce n'est pas une contre-dépendance saine parce que, justement, et Elisabeth et moi, on enseigne ça notamment le week-end prochain dans le deuxième module sur l'intelligence collective, c'est la notion de synergie. L'intelligence collective se construit sur la résonance et beaucoup de gens viennent chercher ça. Quand ça résonne, c'est vrai que c'est génial. Mais ce qui fait aussi l'intelligence collective, c'est la synergie. Et la synergie dans un collectif, elle se construit sur les différences. Et les différences, elles se construisent sur non, pas dans ce cas-là, jusque-là, mais attendez, il faut qu'on réfléchisse. Et ça, c'est sain dans un collectif.
C'est l'idée en fait que le collectif n'existe pas si chacun des individus en présence n'est pas vu ou reconnu. Et imaginez notre super diplômé de tout à l'heure qui arrivait dans une nouvelle équipe et là où il avait intérêt quelque part à suivre le mouvement un certain temps, les années passent, le temps passe, il prend de la maturité, il connaît le contexte, etc., etc. Et à un moment donné, il estime qu'au niveau de l'équipe ou d'un marché, il y a un danger. Là, il est sain de se mettre en contre-dépendance. Et c'est même une responsabilité. Si j'estime qu'il y a un risque, je dois au moins le poser. Ce que nous en ferons ensemble, nous verrons. Mais pour l'heure, quelqu'un doit le manifester. Donc, c'est ce stop. Et ça aurait sauvé tous les astronautes de la navette Challenger, pour le coup. Si quelqu'un avait osé dire, mais attendez, les joints qu'on a créés, ils ont été faits à Chicago, ils n'ont pas été faits pour être posés sur une fusée en Floride, avec le climat de la Floride et l'humidité de la Floride. Et certains le savaient, mais personne n'a osé le dire. Donc, parfois, les conséquences sont tragiques là-dessus. Et la contre-dépendance, quand elle est saine, c'est la capacité à se confronter, à s'affirmer, mais c'est aussi la capacité à se confronter et s'affirmer de façon respectueuse, de façon constructive. Parce que le contre-dépendant en tant que hérisson, il est, encore une fois, dans une contre-dépendance un peu mécanique et il se perd parce que ce n'est pas du tout constructif, c'est plus une posture, c'est plus un présupposé que de toute façon, je ne sais pas si vous connaissez cette étape du bébé qui dit un moment qui dit non à tout. Non, non, et ben c'est un peu la même, mais à l'âge de l'adolescent, ça revient. Et donc cette dimension du non, encore une fois, elle a son ombre et elle a sa lumière. Et là aussi, même en termes d'ombre, il s'agit d'en être conscient et de l'accueillir. Parce que la force de cette approche générative réside aussi majoritairement dans la capacité à accueillir cette ombre et à en comprendre quelque part les ressources et les apports. Alors, même chose, de 0 à 10, quelle est selon vous, votre capacité à cette contre-dépendance saine? Et là aussi, peut-être, reprenez les mêmes contextes que tout à l'heure. Parce que si vous faites ça, si vous prenez le même contexte à titre d'exemple, vous pourriez avoir une vue globale sur ce qui se passe pour vous dans ce contexte. Et dans 2 ou 3 contextes différents, ça peut vous donner une idée de vos variations. Et si maintenant on relie dépendance et contre-dépendance, si vous avez un profil élevé en dépendance, il y a parfois des gens qui ont un profil peu élevé en contre-dépendance, justement. Et peut-être parfois, ce serait intéressant de faire remonter un peu le niveau de contre-dépendance par rapport à la dépendance pour l'équilibrer. Et on verra à la fin justement quand est-ce que cette capacité à relever les niveaux ou à choisir en conscience les niveaux se manifeste sainement et en conscience justement, bien sûr. Un autre élément, c'est le contexte. Je vous donne l'exemple d'Elisabeth, de ce professionnel, expert. Quand vous arrivez dans une entreprise, que vous êtes en posture de dépendance et qu'à un moment donné, vous commencez à dire non à votre tuteur ou à la personne qui vous a accueilli, vous dites non, mais en fait, ça a toujours été comme ça qu'on fait ici. Et quand vous commencez à dire non, mais non, on pourrait faire aussi autrement, et que la personne et la culture de l'entreprise ne vous autorisent pas à être contre-dépendant, ça devient problématique parce qu'elle est saine, cette capacité à dire mais on pourrait faire autrement. Quand j'entendais l'autre jour Bill Gates qui dit « Moi, je n'embauche que des gens feignants parce qu'ils trouvent toujours des moyens de faire beaucoup plus vite ce que moi, je mettrais des heures à faire. » Et c'est des gens qui savent dire non, mais c'est aussi des managers qui savent accueillir le « mais on peut faire autrement ». Donc, c'est là où la rencontre de la capacité individuelle rencontre la culture de l'entreprise. Alors, passons à la 3e étape, 3e compétence. Oups. Quels sont les mots, peut-être les images qui vous viennent quand vous entendez indépendance? Par exemple, moi, indépendance, ça me fait oh. C'est comme si je commençais à respirer, moi, à cette étape-là. Voilà. Oui, liberté. Liberté, Audrey, ouais. Dorian, autonomie. Intéressant.
Est-ce qu'il y a un geste qui vous vient? Est-ce qu'il y a une image qui vous vient? Vivre, oui. Oui. Ouais. Ouais. Alors, c'est vraiment indépendant, c'est la capacité à tenir debout, hein, tout seul, d'être cet arbre qui est lui-même stable, qui est lui-même enraciné en lui-même d'abord, hein, et dans la terre ensuite. Et cette capacité à l'indépendance, elle est très importante, notamment en intelligence collective. Je vous donne un exemple. Une des disciplines de l'intelligence collective, c'est la capacité à tenir ses engagements. Et si on n'a pas des gens qui sont suffisamment indépendants dans un collectif, c'est-à-dire qui ne s'assument pas et qui ne prennent pas la responsabilité de ce qu'ils disent, de leur engagement, ça ne marche pas. Et si on a des gens qui sont là, je vous donne un autre exemple que Elisabeth connaît, c'est un collectif qui se réunissait et quand on leur disait « mais vous faites quoi ensemble ?» Oh, l'important, ce n'est pas ce qu'on fait, l'important, c'est qu'on s'aime. Voilà. Et ok, c'est bien de s'aimer, hein, je ne dis pas ça, mais encore une fois, il y a beaucoup de gens qui viennent à l'intelligence collective avec cet espoir de trouver et de compenser cette… Oui, d'accord, Véronique, c'est pas grave, tu peux nous les reposter après. C'est que l'idée, c'est aussi de produire quelque chose, c'est que ce collectif, il ait un sens, en tout cas une direction. Eh bien non, ce collectif était juste, il s'aimait, mais il ne faisait rien ensemble. Et voilà, un autre collectif dans lequel je suis, on est plusieurs à travailler ensemble, c'est des gens disent qu'ils s'engagent dans le projet et quand il y a les réunions, ils ne viennent pas. Et ils attendent que ce soit les autres qui leur disent ben voilà ce qu'il faut faire. Non, l'indépendance, elle est très importante parce que c'est aussi l'énergie que j'apporte à construire ce que le groupe est en train de construire. Je contribue activement par mon indépendance avec mes ressources, mes capacités. C'est vraiment la posture de l'adulte qui vient non pas être nourri dans le groupe, mais qui vient aussi nourrir le groupe. Quand je regarde les mots que vous avez posés, et j'aurais fait comme vous, de toute façon, la liberté, l'autonomie, la vie, toutes ces choses-là, on voit à quel point c'est valorisé dans nos sociétés, à quel point on est construit comme ça. Pour autant, voilà, moi, cela m'a fait penser à cette citation qui m'est chère aujourd'hui. Avez-vous la discipline nécessaire pour être un esprit libre ? Voilà, une grande indépendance, et à travers les exemples de Jean-François, on l'a entendu aussi, nécessite une grande responsabilité et une grande discipline. Vous êtes fan de Marvel, c'est une des phrases de Spider-Man. Voilà, c'est vrai en plus. Et un cas concret qu'on nous a partagé dernièrement, une personne qui a démissionné parce qu'effectivement, avec une équipe précédente avec laquelle elle travaillait, c'était difficile parfois. Il y avait des crashs à poser parfois. Mais en tout cas, les projets avançaient, les personnes se respectaient et ça avançait. Seconde équipe, par rapport aussi à ce que disait Jean-François, on s'aime et on ne veut surtout pas parler des difficultés ou de ceux qui grattent. Résultat, la personne démissionne parce qu'elle n'arrivait pas à faire avancer les projets. Donc voilà, il y a vraiment, ces postures doivent être prises en conscience et en responsabilité. Donc nous devons tous grandir sur un axe ou un autre parce que sinon, le collectif n'avance pas et il n'y a pas d'intelligence collective. Et c'est vraiment aussi très culturel, c'est qu'on confond souvent l'indépendance avec le moi-je. Le moi-je, c'est l'ombre de l'indépendance, c'est un excès d'indépendance. Alors que être capable de parler en son nom, de s'assumer, de prendre responsabilité pour ce qu'on se dit, de ce qu'on dit, c'est vraiment la capacité à vraiment porter sa parole, à l'habiter, et ça contribue à l'intelligence collective. Le moi-je, il est au service de lui-même. Le je, il est au service de lui-même et du collectif auquel il appartient. Et il a conscience de sa responsabilité. Et savoir accueillir le moi-je quand on est face à ce type de comportement, ou soi-même, parce que ça nous arrive à tous quelque part, c'est vraiment être en capacité d'entendre « Ok,
qu'est-ce qui ne se dit pas là, qu'est-ce qui ne se manifeste pas là, quelle est la souffrance, quelle est la difficulté qui amène à cette posture et qui permet donc de basculer dans un jeu sain. Donc, imaginez notre professionnel de tout à l'heure qui, les années ont passé, il connaît bien le contexte, il est expert dans un domaine ou un autre. Et par rapport à l'exemple de Jean-François tout à l'heure, il y a des tâches au quotidien où pour avancer le projet, pour faire avancer les projets, on a intérêt, il y a nécessité à avancer en indépendance. Et là, c'est ça. Alors, je rebondis sur la notion d'autonomie. C'est vrai que pour beaucoup d'entre nous, l'indépendance est associée à l'autonomie. C'est-à-dire, pour nous, dans notre culture, quelqu'un d'autonome, c'est quelqu'un d'indépendant. Alors, en fait, c'est incomplet. C'est-à-dire qu'une personne est réellement autonome quand elle est indépendante, c'est vrai, mais aussi quand elle est interdépendante. Voilà. C'est-à-dire qu'on valorise, notamment en entreprise, l'indépendance de chacun, mais on voit bien que si on en reste à cette vision de l'autonomie, c'est être indépendant, eh bien on voit tous les problèmes associés au collectif parce que la capacité à travailler avec les autres, c'est-à-dire d'être cet arbre qui est relié par ses racines à d'autres arbres et qui forme une forêt, c'est une compétence liée à l'autonomie. On pourrait même dire que c'est l'ultime compétence du chemin d'autonomisation de chacun. Alors que pour beaucoup, dans notre esprit, je suis indépendant, je suis autonome. Non, je vis une situation personnelle avec mon père. Il est très indépendant, mais il n'est pas du tout interdépendant, c'est-à-dire qu'il ne mesure pas les conséquences de ce qu'il fait et de ce qu'il dit et de ce qu'il ne dit pas sur nous. Donc, c'est vraiment valorisé aussi aujourd'hui. On voit avec le mouvement de la RSE et donc la responsabilité sociétale des entreprises, on est vraiment dans un mouvement de conscience que nous sommes interdépendants, que nous ne vivons pas tout seuls. Donc, par rapport aux exemples que vous preniez tout à l'heure, pour vous-même, 2 ou 3 contextes dans l'idéal, à combien évaluez-vous votre interdépendance dans ces contextes? Les mêmes. Et comme ça, cela peut vous donner… J'ai peut-être oublié de vous le demander sur l'indépendance d'ailleurs. Si je l'ai oublié, c'est le moment de le faire. Et sur l'interdépendance aussi. Donc, de façon à avoir une vue globale sur vos comportements dans ces différents contextes. La conscience interdépendante, c'est la conscience du nous. Et je dois reconnaître à ma grande honte que pendant longtemps, j'étais dans un nous humain. Et quand on travaille avec notamment Robert Dilts sur cette notion de holon, oui, il y a le holon humain, mais il y a plein d'autres nous à l'échelle planétaire que sont les animaux, les végétaux, le système solaire. Et la capacité à prendre en compte, c'est-à-dire avoir une conscience interdépendante de plus en plus grande, fait partie aussi de notre évolution. Et c'est vrai que dans une entreprise, si on prend en compte que les clients, mais que dans le nous, on oublie l'équipe, si dans l'entreprise, on prend en compte l'équipe et les clients, mais qu'on oublie les parties prenantes ou les actionnaires, eh bien, on va rentrer dans ce qu'on appelle l'ombre de l'interdépendance, qui est le clanisme. C'est-à-dire, ça va être la production contre les commerciaux, ça va être les clients versus l'équipe. On va morceler finalement l'écosystème et on va créer des clans à l'intérieur de cet écosystème. Et ça, c'est l'ombre de l'interdépendance. C'est qu'on va être, oui, dans un nous, mais dans un nous limité. C'est-à-dire qu'on oublie d'autres parties prenantes de l'écosystème. Et au final, cette capacité à l'interdépendance, donc à percevoir son propre positionnement et ses propres responsabilités au sein d'une équipe, en même temps que celle des autres personnes, une à une, 2 à 2, enfin vous pouvez essayer de diviser, d'avoir le plus de holons possible. Cette capacité en à percevoir l'interdépendance est directement liée aux 3 précédentes. Parce que ça veut clairement dire, à cet instant-là, je dois me mettre en contre-dépendance. À cet instant-là, je dois me mettre en dépendance parce que je ne sais pas ou parce que d'autres savent mieux. À cet instant-là, je dois être plus en indépendance parce qu'il y a des choses à finir. Donc, il n'y a pas de réponse optimale. C'est-à-dire qu'en fonction des contextes, ça va changer.
Mais la capacité d'interdépendance, quelque part, transcende et dépasse les autres, en ce qu'elle en permet les choix conscients. Alors, comme on arrive bientôt à la fin de notre webinaire, comme promis, on va partager avec vous le lien vers le document et vers le test. Donc, pour que vous puissiez… Pardon, il est dans le chat. J'ai mis la version Tu l'as française déjà dans mis, le tu l'as chat. déjà mis dans le Voilà. chat. Merci. Donc, voilà, le test est dans le chat. Vous pouvez maintenant le passer pour vous-même. Et ce qu'on aimerait juste vous dire, c'est que donc, ce test est en open source. Donc, vous pouvez l'utiliser à volonté. Vous pouvez le faire passer à vos équipes, à vos clients. Vous pouvez vraiment vous en servir comme outil pour créer des profils d'équipe. La version en ligne, qui va être elle aussi ouverte, est en cours, existe déjà, si vous avez des clients anglo-saxons, existe déjà sur le site index-metui.com. Vous pouvez le faire passer à vos clients anglais. La version française est en train d'être négociée pour qu'un web développeur puisse s'en charger. El español. Et espagnol, Oui. on dirait peut-être qu'il y a une idée de traduction là aussi, Eulalia, puisque… C'est génial. Et donc, voilà, l'idée, c'est qu'il puisse toucher le plus de monde, que chacun prenne conscience des enjeux derrière ces 4 compétences. Et Elisabeth et moi, on veut juste vous, si ça vous intéresse et si vous avez envie d'apprendre à accompagner des équipes avec ces 4 modalités, on va animer en juillet prochain le premier séminaire formation pour comment dire, l'index MeTooWe. Désolé, j'ai un petit souci de… Voilà. Et voilà, ça voudra bien. Et l'idée, c'est qu'en 2 jours, vous allez apprendre à faciliter non seulement l'articulation de comment faire passer le test aux équipes, comment le débriefer avec chaque membre de l'équipe et comment animer un jour de séminaire avec eux pour qu'ils comprennent et vivent de l'intérieur ces 4 compétences à titre personnel pour qu'ils travaillent mieux ensemble. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez appliquer avant un projet, par exemple, pour mieux travailler ensemble. Et c'est ce qu'on fera tous ensemble les 2 et 3 juillet prochains. Donc l'idée, c'est ça, hein, c'est que vous aurez une expérimentation somatique avec vraiment ces prises de conscience, un peu comme on a fait à Lyon. L'approfondissement du questionnaire, bien sûr que voilà, si dès maintenant vous êtes à l'aise avec ce que nous avons partagé avec vous, vous pouvez déjà l'utiliser. Et le séminaire clé en main, c'est-à-dire que heure par heure et demi-journée par demi-journée, vous pouvez reproduire ça pour accompagner des clients. Voilà. Alors, pour terminer, peut-être une prise de conscience que vous avez envie de partager avec nous, un mot qui vous vient après cette exploration. Et Doriane et Véronique, déjà d'une façon ou d'une autre, vous l'avez un petit peu testé. Donc, si vous avez des partages, avec plaisir. On va juste se limiter dans le temps parce qu'il nous reste 2 minutes de moins que prévu. Voilà, de façon soit le mettre dans le chat, soit le partager ouvertement, de façon succincte. Très rapidement, moi, c'est en cours. Hein. J'ai envoyé les questionnaires, ils sont complétés. Donc, c'est très chouette. En fait, c'est des clés là pour moi. C'est des clés intéressantes pour confirmer ou pour positionner le curseur de là où on est une équipe dans son intelligence collective. Et merci à vous de pouvoir le proposer comme ça et de pouvoir organiser cette démarche formative. Donc, je verrai plus particulièrement avec Elisabeth et Jean-François, mais en tout cas, j'essaierai d'être là le 2 et 3 juillet. J'essaie de trouver un point dans mon agenda. Génial. Merci. Avec joie de t'avoir avec nous. Ok, on a Audrey qui dit merci, c'était intéressant. Eulalia, très intéressant. Abdelkader, merci, c'est avec plaisir. Marie qui dit chouette approche. Et top que ce soit open source. Ouais, on est très heureux aussi que ça se diffuse. Voilà.
Bon, un mot de conclusion, Elisabeth? Merci, parce que si tu veux arrêter de partager peut-être. Ouais. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous parce que c'est toujours une joie. Moi, ça me donne beaucoup d'énergie. Bien sûr, nous sommes à votre disposition si vous avez des questions pour aller plus loin. N'hésitez pas. Et au plaisir de vous revoir. Et toi, Jean-François? Je suis très, très heureux parce que j'ai l'impression que ça apporte quelque chose et que cet outil peut augmenter le niveau d'intelligence collective et surtout le mot qui m'est cher, c'est la maturité de chacun pour l'intelligence collective. Voilà. Merci encore pour votre présence aujourd'hui. On reste en contact et puis à bientôt, j'espère. À très vite, d'une façon ou d'une autre. Merci. Merci. À bientôt. Au revoir. À bientôt.